La première prise de parole sera le fait d'Amnesty International. Marc Chénion va lire un texte sur le dernier rapport d'Amnesty International sur l'année 2023. Voilà. Ensuite, je lirai un communiqué plus court sur la plateforme des organisations pour la Palestine. Et puis on prendra encore le chemin du centre-ville pour une déambulation avec une pause au centre-ville. Et puis on se sépare au niveau des statues de Quito comme la semaine dernière. J'ai pas l'habitude de parler dans ce micro-là, donc j'espère que vous m'entendez. Alors oui, je suis l'un des représentants d'Amnesty International. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Oui. Et donc, je voulais parler du dernier rapport qui est paru cette semaine, le rapport d'Amnesty International. Donc c'est un rapport annuel qui fait l'état du bilan des droits humains sur toute la planète. Autant dire que le bilan n'est pas bon cette année, puisqu'on fait le constat qu'on est revenu en termes de pays démocratiques à l'état où on était en 1985. C'est-à-dire en 1985, c'était avant la fin de la guerre froide et c'était aussi avant la fin de l'apartheid en Amérique du Sud. Donc c'est pour dire la situation alarmante. Et en plus, vient s'ajouter à ça différents événements sur la planète, comme le réchauffement climatique, qui accentue la dégradation des droits humains, et aussi l'intelligence artificielle, puisque avec la surveillance numérique qui est utilisée un peu partout sur la planète, et notamment aussi en Cisjordanie, c'est dramatique. Donc je vais vous lire aussi donc un article qui est paru sur Mediapart et donc qui est l'interview d'une chercheuse d'Amnesty International qui est basée donc à Jérusalem-Est et aussi à Ramallah, et donc elle est interviewée par une journaliste de Mediapart. Donc la journaliste de Mediapart commence par « En quoi les événements qui se déroulent à Gaza depuis plus de 6 mois symbolisent-ils l'échec moral absolu de nombreux architectes du système établi après la Seconde Guerre mondiale ?» Alors elle répond, Bodour Hassan, qui est la chercheuse, elle répond « Il ne s'agit pas simplement d'une extinction du droit international, de l'affaiblissement d'un ordre mondial fondé sur des règles, c'est aussi un coup dur porté à la légitimité du droit international et des droits humains en tant que concept. Quand on voit des êtres déshumanisés au point de ne pas être reconnus comme des humains, que reste-t-il des droits humains ?» Je pense que là, elle fait référence aux propos de certains ministres du gouvernement de Netanyahou qui ne reconnaissent plus le droit d'être humain à la population gazaoui en tant que telle. Donc ça rappelle certains propos qu'on a entendus au moment du nazisme. Israël continue de bénéficier d'une impunité de la part de la communauté internationale, des plus grandes puissances, au premier plan son allié historique les États-Unis, qui se présente comme le garant de l'ordre juridique mondial, mais qui en réalité aide activement Israël, lui fournissant la logistique, l'armement, le soutien politique, diplomatique, militaire pour mener à bien ses attaques. Que signifie le droit international, le droit de la guerre, les règles de proportionnalité, les principes de protection des civils lorsqu'ils sont bafoués chaque jour sans répercussion? Ce n'est pas faute d'outils, le problème est le manque de volonté d'utiliser ces outils. Effectivement, les outils, on les a, puisqu'on a les traités internationaux qui ont été édités en 1948. Et dans ce que dit Agnès Callamard, qui est la présidente d'Amnesty au niveau international, elle dit que là, on est à un tournant, en fait, par rapport à ces droits humains, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre en cause tous ces droits-là qui ont été établis après la Seconde Guerre mondiale et après l'Holocauste. Donc je continue. Vous voyez ce qui s'est produit lorsqu'Israël a accusé 12 des 13 000 employés de l'UNRWA dans la bande de Gaza d'avoir participé au massacre du 7 octobre. Des dizaines de pays se sont basés sur son rapport,
qui ne présentaient aucune preuve pour rompre ou suspendre leur financement. Or, ces accusations ne sont pas fondées. Un rapport indépendant, donc c'est celui de l'ONU, dont on a parlé la semaine dernière, vient de le prouver. Israël a encore menti une fois. Nous parlons d'un pays présenté comme une démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient. Mais si c'est une démocratie, pourquoi bafoue-t-elle ainsi le droit international? Pourquoi ne permet-elle pas aux enquêteurs, aux journalistes d'entrer à Gaza? La seule réponse est Israël a quelque chose à cacher. Donc la Amnesty International dénonce un poids et deux mesures. C'est dramatique, mais malheureusement c'est ce qu'on constate. Donc je poursuis avec la question de la journaliste. Les Nations Unies réclament une enquête internationale indépendante sur les fosses communes découvertes dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza. Parvenez-vous à enquêter sur ces charniers? Donc elle répond, la chercheuse, il faudra des années pour saisir toute l'ampleur de ce qui se passe depuis le 7 octobre à Gaza, comme il a fallu des décennies pour réaliser ce qui s'est produit au Chili, en Argentine, sous Franco en Espagne. Enquêter sur les charniers, récolter des preuves de ces crimes de masse est quasi impossible à cause des entraves des autorités israéliennes. Comment, pourquoi ces personnes ont-elles été tuées? Qui sont-elles? Où ont-elles été tuées lors des affrontements et ou exécutées? S'agit-il de patients morts à cause du blocus israélien où leur situation était déjà désespérée? Ont-elles été torturées, agressées sexuellement? Donc, en enterrant tout ainsi les corps, Israël détruit les preuves de ces crimes. Nous craignons la découverte de charniers similaires dans de nombreux endroits de Gaza. Israël doit laisser entrer à Gaza les experts, les enquêteurs en droits humains, les journalistes. Sans cela, nous ne connaîtrons pas la vérité. Et je pense que c'est ça, en fait, qui dérange Israël, c'est qu'effectivement, il y a des journalistes, des experts qui puissent enquêter et qui puissent après fournir des preuves. Et ça, c'est essentiel pour le droit international qu'on puisse fournir des preuves. Et donc, voilà. Donc, on peut se poser des questions, effectivement, sur l'état démocratique d'Israël. Donc je continue avec une autre question de la journaliste. La situation est également critique en Cisjordanie, où Amnesty International dénonce l'usage indigne et généralisé par Israël de la reconnaissance faciale pour renforcer les restrictions des droits de circuler librement et maintenir son système d'apartheid. Comment analysez-vous cela? Alors elle répond, entre le 12 et le 16 avril, des centaines de colons israéliens se sont livrés à des raids violents contre des villages palestiniens, en représailles à la disparition d'un adolescent retrouvé mort. Des colons ont mis le feu à des habitations, des arbres et des véhicules. Et plusieurs Palestiniens ont été tués par des colons ou par les forces israéliennes. La violence est inhérente à l'installation et à l'expansion de ces colonies, ainsi qu'au maintien de l'apartheid. Il est temps que le monde le reconnaisse et fasse pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles respectent le droit international en cessant d'agrandir les colonies et en démantelant toutes les colonies existantes. C'est un crime de guerre. Depuis le 7 octobre, la violence coloniale a considérablement augmenté. Les colonies n'en finissent pas de s'étendre. Donc, une autre question. Un nouveau rapport de l'UNRWA révèle les tortures et les violences sexuelles infligées aux Palestiniens et aux Palestiniennes détenus à Gaza par les forces israéliennes. Êtes-vous confronté à des témoignages similaires? Nous préparons un rapport sur les prisonniers soumis à la torture à Gaza, voire à la mort en détention. La déshumanisation actuelle dans les prisons israéliennes est totale. Depuis le 7 octobre également, Israël refuse au Comité international de la Croix-Rouge tout accès aux prisons. Il refuse également aux Palestiniens de Gaza détenus toute visite médicale, tout contact avec les familles, ainsi que toute consultation juridique. Ils ne peuvent pas écrire une lettre. Je suis frappé par l'ampleur des tortures et des violences perpétrées, psychiques, physiques, les coups, les menottes toute la journée, les attaques de chiens, la privation de nourriture, d'eau, d'accès aux toilettes, etc. Les violences sexuelles font évidemment partie du schéma de torture systématique, surtout depuis le 7 octobre. Elles concernent hommes et femmes, mais elles sont encore plus taboues chez les hommes. Plusieurs détenus libérés, parmi lesquels les médecins, des enfants, des femmes, ont été torturés. Ils nous ont montré les cicatrices de brûlures de cigarettes sur leurs jambes, près de leurs oreilles. Voilà. Donc c'est ça le témoignage. Donc effectivement, la situation dans les prisons israéliennes s'est nettement dégradée, puisque
en fait, avant le 7 octobre, ils avaient le droit ils avaient le droit d'écrire, ils avaient le droit d'avoir la radio, d'avoir la télé, d'avoir toutes ces choses-là, de communiquer aussi avec leur famille. Et depuis le 7 octobre, c'est plus possible. Et tous ces droits-là, ils avaient été aussi gagnés par les militants israéliens qui étaient emprisonnés dans les prisons israéliennes et par les militants palestiniens, pardon, qui étaient emprisonnés dans les prisons israéliennes. Comme nous l'avait dit Salah Hamouri lorsqu'il était venu il y a plus d'1 an à Lannion, son témoignage était très fort. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Et cet article, on peut le retrouver sur Mediapart, mais peut-être que tu le mettras, Claude, sur le site de la FPS. Ouais, je peux, ouais. Voilà. Voilà, donc je vais lire maintenant un communiqué d'un collectif d'ONG. Je commence juste par là. Voilà, c'est la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, mais les signataires sont beaucoup plus nombreux, plus larges. Il y a la Fédération Artisans du Monde, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a aussi des individus, il y a Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, plusieurs chercheurs du CNRS, il y a le CCFD Terre Solidaire, RITIMO, qui est un réseau d'associations de solidarité internationale, Action Aide France, le Mouvement de la Paix, l'Union des Juifs français pour la paix, les Chrétiens de la Méditerranée, bon, des chercheurs du CNRS, Amnesty International, la FPS bien sûr, Thomas Vescovi, chercheur historien qu'on a reçu ici au mois de février. Voilà, une longue liste de personnalités et d'organisations qui interpellent la France pour l'interdiction du commerce avec les colonies israéliennes. Alors, avant de le lire, peut-être je vais préciser, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous dire c'est pas avec les colonies qu'il faut arrêter de commercer, c'est avec Israël, etc. Je crois qu'on est tous d'accord. Le droit au boycott a été reconnu enfin après un long combat judiciaire par un arrêté de la Cour d'appel de Paris au mois de mars, je crois. Le droit au boycott, il est légal et on a le droit d'appeler à boycotter Israël pour ce que fait Israël, comme on a boycotté l'Afrique du Sud, comme on a boycotté un certain nombre d'autres États. Simplement, la tribune, donc appeler à boycotter, c'est un choix politique et personnel. Là, on appelle la France à respecter des engagements au regard du droit international, puisque les colonies sont illégales. Donc la moindre des choses, ça serait que le commerce avec ces colonies ne soit pas toléré. Donc je lis la tribune. Nous appelons le président de la République française et les parlementaires français à mettre fin à l'importation de biens et de services produits dans les colonies d'Israël en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Alors que la Cour internationale de justice a reconnu le 26 janvier le risque de génocide à l'encontre de la population civile de la bande de Gaza, la France doit prendre des mesures concrètes pour contraindre l'État d'Israël à s'attaquer aux causes profondes des cycles répétés de violence, liés à la colonisation territoriale et économique du territoire palestinien occupé. Elle doit interdire le commerce avec les colonies israéliennes. La question de la colonisation du territoire occupé Cisjordanie peut paraître éloignée de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Pourtant, la colonisation, qui constitue un crime de guerre au regard de la 4e Convention de Genève, est au cœur de la spirale de tensions et de violence entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, environ 700 000 colons israéliens sont installés en Cisjordanie, dont plus de 225 000 à Jérusalem-Est, au prix notamment d'accaparement de terres et de biens de la population palestinienne, de violences, de déplacements forcés et d'un système inégal d'accès aux services essentiels comme l'eau, l'électricité ou encore le transport. Plus de 32 500 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, majorité des femmes et des enfants. Mais les attaques et les violences des colons et de l'armée israélienne contre les communautés palestiniennes ont aussi atteint un niveau inégalé en Cisjordanie, où plus de 430 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Le président de la République a rappelé à juste titre qu'à la réponse d'urgence d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza doit se joindre une réponse politique à la question israélo-palestinienne. Or, la colonisation, outre d'être le facteur de violence,
rend irréalisable une issue politique entre les deux peuples, en déniant aux Palestiniens une égalité en droit et à même de leur permettre de négocier une solution de paix juste et durable. En 2016, la résolution 2334 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité des membres permanents, a reconnu l'illégalité de l'occupation israélienne du territoire palestinien. En conséquence, elle exige de l'État d'Israël l'arrêt immédiat et complet de, ouvrez les guillemets, toutes ces activités de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Et demande à tous les États de faire une distinction dans leurs échanges en la matière entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. C'est donc ce que je disais tout à l'heure, c'est clairement une obligation de droit, ce n'est même pas un choix politique. 2 ans plus tard, en 2018, la loi Israël, État-nation du peuple juif, indique cependant que, ouvrez les guillemets, l'État israélien considère le développement des colonies juives comme une valeur nationale et agit pour encourager et promouvoir leur création et leur renforcement. L'accélération de la colonisation en Cisjordanie démontre l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël et le manque de volonté des États occidentaux, dont la France, à faire respecter le droit international. L'importation par la France de produits et de services issus des colonies encourage de fait la commission du crime de guerre que sont la colonisation et son cortège de violence envers les Palestiniens. En 2022, la France a importé 1,5 milliard d'euros de biens israéliens, dont une partie provient des colonies. Cela concerne notamment les fruits et légumes cultivés de manière intensive dans la vallée du Jourdain et vendus en France. Le commerce des produits des colonies permet leur viabilité économique et par effet d'entraînement joue un rôle indéniable dans le maintien de la colonisation et son expansion territoriale et économique. En outre, de nombreuses entreprises françaises ont des activités dans les colonies. C'est le cas du groupe Carrefour, qui a noué des partenariats avec des entreprises liées à la colonisation et distribue des produits estampillés de son logo dans les magasins situés dans les colonies. Le développement d'une relation économique entre la France et Israël autour de l'activité des colonies viole par ailleurs l'obligation des États à ne pas reconnaître et ne pas prêter assistance au maintien d'une situation illégale telle que la colonisation et le principe de différenciation qui vise à exclure les activités et organisations liées aux colonies israéliennes. Des relations bilatérales avec Israël, régulièrement rappelées par la diplomatie française. En interdisant l'importation des biens et services des colonies sur son territoire, la France se mettrait en accord avec ses nombreuses déclarations condamnant la colonisation israélienne et jouerait un rôle moteur au sein de l'Union européenne pour faire respecter le droit international et agir en faveur de l'arrêt de la colonisation. Notre pays ferait par ailleurs preuve de cohérence politique en envoyant le message clair à l'État d'Israël qu'un ordre international fondé sur le droit international et les droits humains est seul capable de créer un avenir de paix entre Israéliens et Palestiniens. Voilà. Je dois dire que quand on lit ça, on a un petit peu l'impression de se répéter, parce que ça ne fait que des années voilà, qu'on le dit. Mais aujourd'hui, ça a une force particulière. L'urgence est particulière. Voilà, on va se mettre en cortège. Comme d'habitude, on va essayer d'organiser nos porteurs de lettres en 3 ou 4 rangées avec suffisamment d'espace pour que ce soit visible, et puis on va venir derrière. On fait une prise de parole place du centre et puis une autre